soyez les bienvenus à cette nouvelle séance des 11e journées de la BD de 2015, sont des journées organisées avec la FNAC et SD. Nous avons la chance d'avoir parmi nous trois auteurs, Olivier Schwartz, Philippe Berthet et Henriette, qui présentent des nouveautés. Les trois ont publié en espagnol récemment. Les trois albums que vous voyez ici sur la table, trois maisons d'édition différentes. Monsieur Henriette, justamente hoy sale como novedad el segundo volumen de una trilogía que tenéis aquí, es el primero, y que publica la editorial Norma. Norma también recientemente ha publicado este integral de Pozo Vivi, que son personajes que aparecen también en la serie de Pinar. Y D-Books, la editorial D-Books en España, ha publicado recientemente, ha recuperado el personaje de Spirou y ha publicado el del botones de color kaki, que es uno de los álbumes dibujados como extra dentro de la colección principal de Spirou. Dans la collection spirale de Spirou, c'est une œuvre indépendante, qui est une lecture indépendante, y que sigue una colección, digamos, diferente par rapport à la collection principale. Nosotros estamos encantados de tener a los tres autores con nosotros. Ici, avec nous. Cuando planteábamos la sesión de hoy, pusimos como título genérico el tema de la BD en la Segunda Guerra Mundial. Pero para ser sinceros, hay algo que es común a los tres y es la primera pregunta que les quería hacer, que es el guionista. El Monsieur Jan es el guionista de los tres. Y seguramente hay elementos en el discurso que son comunes y que aparecerán a lo largo de la charla, como es, por ejemplo, la importancia de los aviones como un elemento fundamental en el desarrollo de la historia. Yo les quería preguntar, como inicio de esta conversación, cuál es la relación que tienen con el guionista y cómo empezaron a trabajar con él. Monsieur Berthet. Monsieur Berthet. Écoutez, dans mon cas, Yann a voulu... enfin, il avait repéré chez moi, je dirais, ma facilité à dessiner les personnages féminins. Et donc, il avait imaginé justement ce thème de pin-up. Et donc, ce thème de pin-up était forcément ancré dans les années 40-50. Et la manière dont il a voulu l'aborder, c'est de se poser la question de ces pin-up qui étaient peintes justement sur les bombardiers, les carlingues d'avions, qui étaient quand même des engins destinés à donner la mort. Et donc c'était un petit peu ce contraste entre ces personnages féminins qui étaient un peu les mascottes des pilotes et je dirais les missions que devaient remplir ces pilotes en question. Donc voilà, ça c'était le point de départ de pin-up. En ce qui concerne M. Henriette, il y a un épilogue où Yann explique l'importance des avions dans sa vie et comment il voulait transmettre cette émotion à cette histoire des trois personnages qui sont les héros de cette histoire, ici avec Max plus précisément. Oui, en fait, effectivement, Yann est très fan d'avions. Et c'est un peu la toile de fond de la série, quoi. Et c'est vraiment un visuel, surtout pour lui faire plaisir, je pense. Vous voulez... Et dans le cas de Spirou, nous on découvre le rayon de la mort, l'éclair de la mort, el rayo de la muerte, ¿qué es? Jordi? Non, c'est pas ça. C'est une idée qui existait dans les années... Tout à l'heure, en fait, par rapport à l'aviation, Yann et notre histoire, en fait, moi, je ne savais pas du tout qu'il adorait les avions à ce point. Et donc, bon, on est parti pour faire un Spirou. Moi, j'ai choisi l'époque, j'ai choisi donc la Deuxième Guerre mondiale, et donc, voilà. Après, les avions prennent une grande importance dans l'histoire, et ça, je l'ignorais. J'aurais peut-être refusé de le faire si j'avais su ça avant. Mais bon, on finit par
y arriver et s'habituer. Mais je redoutais les moments où il y allait avoir des mécaniques comme ça. Voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'idée était que les Allemands avaient développé une espèce d'arme définitive qu'on appelait le rayon de la mort ou l'éclair de la mort qui allait détruire n'importe quel avion. On ne peut pas expliquer ce qui se passe dans vos BD, mais ici ce sont les Français qui attaquent les avions allemands. Et lorsqu'on découvre, on ne va pas l'expliquer, mais ils découvrent comment ils arrivent à attaquer les avions, les Allemands veulent utiliser cette idée. Oui, en fait, c'est une idée. En fait, je vais dévoiler un petit peu de l'intrigue. Il s'agit de chauves-souris qui sont munis de bombes et qui sont attirés comme des aimants. Alors ça, me demandez pas d'expliquer pourquoi et comment. Qui sont attirés par les avions, la chaleur, je sais pas, quelque chose. Et elles vont détruire les avions. Et donc, effectivement, vous parlez de rayon de la mort. Il n'y a pas de rayon. Si vous voulez, c'est juste ces animaux qui vont se coller tout à côté des avions allemands et qui vont en détruire un certain nombre. Maintenant, les Américains avaient eu cette idée et il y a différentes expériences qui ont été menées, notamment d'armer des dauphins, je crois. Enfin, et ils ont essayé avec pas mal de choses. Certains animaux ont été tout à fait efficaces. Et on s'est aperçu en cours de route, pendant la confection de l'album, que les chauves-souris munis, en tout cas qui s'attaquaient à l'aviation, c'est une idée de François Edmond Calvo, dit Calvo, dans La Bête est morte. Et en fait, probablement, c'était une réminiscence de Yann, de ses lectures. Et moi, je l'avais lu aussi, mais je ne m'en souvenais pas non plus. Voilà. Yann vous a aidé avec les documentations sur les avions de l'époque. Comment est-ce qu'il participe en tant que scénariste dans les documentations pour préparer l'histoire? En fait, Yann, quand je dois dessiner un avion, il me laisse toujours... Certains avions, j'ai le choix entre l'un ou l'autre, donc je me fais plaisir juste au visuel. Non, mais en fait, en général, certains avions, j'ai le choix, donc je prends celui qui me plaît le mieux. Mais sinon, je suis son scénario à la lettre et qui a le scénario, l'avion a un but précis dans le récit, comme ici, qui va amener à la fin du tome 3. Et sinon, niveau documentation, il me donne un peu de documentation, mais je suis obligé de mieux me fournir en livre ou autre chose. Parce qu'il n'y a jamais assez. Parce que lui, on voit ce qu'on trouve facilement sur Internet. Et on fait les achats de bouquins, et là, on trouve beaucoup plus. J'achète des bouquins avec les plans d'avion ou d'autres éléments, en fait, quoi. Mais il faut toujours chercher beaucoup. Parce qu'il y a aussi les cocardes et les couleurs qui changeaient toutes les semaines à l'époque. Donc ça, c'est pas évident non plus de trouver les vrais bons documents, quoi. Donc il faut chercher. Et on est aidé par d'autres gens. Souvent, les scénaristes fantasment sur une image. Et ils ne se rendent pas toujours compte que, bon, après, le dessinateur, il doit dessiner l'avion en question sous plusieurs angles, etc. Donc Yann est un grand professionnel au niveau documentation aussi. Il est très présent, il fournit un maximum de choses, mais comme dit Alain, c'est jamais suffisant. Il faut toujours chercher aussi par soi-même. Le style réaliste que vous avez implique un effort supplémentaire à consacrer plus de temps pour terminer une page, pour essayer de chercher les détails, que ce soit vraisemblable pour l'image. Disons que moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas un malade de documentation réaliste, donc je donne... c'est de la BD. Donc pour moi, c'est un peu du théâtre. Il faut donner l'impression que c'est réel, mais je ne suis pas non plus précis au boulon près. Ça ne m'intéresse pas, en fait. En fait, si, moi, j'aime bien les boulons. Mais je me dis, autant, comme je dessine certains avions sur 2-3 pages, je me dis autant... Enfin, nous, il y a beaucoup plus d'avions que dans Pin-Up, donc autant essayer d'être
plus près de la réalité. C'est aussi un peu le principe de la série, hein, donc c'est pour ça. Je suis peut-être un peu plus précis. Mais je suis aidé par deux spécialistes, hein, parce que moi, je peux facilement me tromper. Donc il faut quand même des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, qui vont me dire exactement ce que je dois dessiner. Dans les trois cas, ce sont des BD d'aventure, sont des BD d'action, mais le fait que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et avec les ennemis nazis sur le territoire français ou belge, je crois que c'est un thème très délicat. Le rôle des Français pendant l'occupation, le rôle de la résistance. Je ne sais pas si ce sujet, vous en avez parlé avec Yann, lorsque vous avez traité les situations, pas vraiment les personnages, mais les situations que vous voulez expliquer dans un contexte très délicat. Est-ce que vous en avez parlé avec le scénariste? Oui, là en l'occurrence c'est la Belgique, hein, dans le Spirou, et donc pour Yann, les Belges, alors lui il vit en Belgique, il a passé plus de temps en Belgique que dans son pays de naissance, la France et Marseille en l'occurrence, et en fait il a observé un petit peu les Belges autour de cette idée, cette notion de la guerre mondiale. Et il a l'impression que les Belges n'avaient pas fait tout à fait le même aggiornamento que les Allemands ou éventuellement même les Français, même si il y a des choses aussi à dire là-dessus. Donc pour lui, c'était important de faire évoluer un personnage mythique et emblématique de la Belgique, qui normalement, sous son costume normal, est le drapeau, si vous voulez, de la Belgique, de le faire évoluer dans cette époque avec les tourments qui l'accompagnent pour un petit peu obliger les gens à réfléchir autour de ça, et même les jeunes, et leur faire peut-être poser des questions aux plus anciens. Enfin, moi, ça se passe en Silésie ou en Pologne, donc il a essayé comme Anna Reich vient de là, et qu'il y avait des situations géopolitiques bien précises, ça tombait très bien, il en a profité pour installer tout son récit à l'époque, qui de là a pu se développer jusqu'en 1945. Dans le cas de M. Berthet, dans cet dernier travail, vous incluez des éléments fantastiques. Je ne sais pas si c'était une surprise de faire ce changement de passer d'une histoire vraisemblable à une histoire avec des éléments fantastiques. C'est-à-dire qu'au départ, dans Pin-Up intervenaient ces faux strips de Milton. En fait, à un moment donné, je disais à Yann, au fond, ces strips, ça m'amuse beaucoup de les faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sous-série de pin-up, mais plus dans l'esprit des strips, donc plus caricatural. Et je ne suis pas entièrement convaincu du résultat, parce que je pense qu'on s'est trop éloigné des strips en question. Mais là, Yann a imaginé effectivement que Poison Ivy avait des pouvoirs surnaturels, et donc elle est entourée de personnages qui sont une sorte d'escouade secrète de femmes qui ont chacune un pouvoir, des super-héroïnes en quelque sorte. Donc ici, on s'éloigne quand même pas mal de la série Pin-Up, c'est plus la caricature. C'est un espèce de métalangage, parce que c'est une BD d'une BD. C'est ce qui m'avait beaucoup plu au départ dans Pin-Up. À la fois, c'est ce qui m'inquiétait le plus dans ce que Yann proposait, c'était cette BD dans la BD. Et en même temps, je trouvais ça super intéressant. Et ça m'amenait, moi, à justement avoir des pages avec un style graphique un peu différent. Je rajoutais des trames, je travaillais en noir et blanc. Enfin bref, c'était des petites récréations à chaque fois, ces strips. Et donc, on a voulu retrouver cet esprit-là dans cette série Poison Ivy. Voilà, maintenant c'est devenu de l'aventure. En fait, dans Pin-Up, on était plus au niveau du thème Bugdani, quoi. Je veux dire, c'était les faces de citron, quoi, les Japonais, quoi. Et donc, c'était un petit peu des strips patriotiques excessifs.
En el caso de los Dans le superpoderes, cas des ahí super-pouvoirs, les yo surpouvoirs, no puedo dejar de criticar o comentar je uno de voudrais los parler d'un superpoderes des que es el del super-pouvoirs, personaje c'est que es celui du caníbal. personnage qui est cannibale. Es un Je personaje peux un peu critiquer, que je voudrais un rompe peu con critiquer. C'est un digamos, el personnage estereotipo qui de casse un petit peu superpoderes clásicos de le cualquier cómic. super-pouvoir classique de tous No les, sé si de toutes les buscaban BD. Je ne sais pas si vous cherchiez hacer algo totalmente quelque chose de diferente tout à fait en este différent personaje. avec ce personnage. Pas particulièrement, je crois qu'on parle simplement de la folie d'Yann, qui a imaginé un personnage dont le super pouvoir c'est d'être anthropophage, quoi. Mais il n'y a pas de signification en dehors de ça, mais je trouve ça rigolo, quoi. Voilà. En el caso de Pin-Up, Dans le cas de Pin-Up, vemos como en un on momento voit qu'à un determinado moment el donné, personaje le personnage digamos, evoluciona con la edad. évolue avec l'âge. ¿En qué momento deciden digamos, cambiar de decorado y pasar de la Segunda Guerra Mundial a aumentar las posibilidades digamos, de aventuras en otros lugares dans y en d'autres otros endroits et dans contextos? d'autres contextes? Alors au départ, c'est vrai que ce qui me plaisait aussi dans ce que Yann me proposait, c'était un personnage féminin mais qui évolue dans le temps. Au départ, effectivement, elle est présentée comme une sorte de petite oie blanche, très vulnérable, qui quitte son mari, qui part se battre dans le Pacifique. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, elle doit travailler pour subvenir à ses besoins, etc. Il lui arrive des choses. Et donc elle s'endurcit, elle mûrit réellement. Donc je trouve que c'est un des intérêts de cette série-là. C'est pas uniquement une série d'aventure, le personnage évolue vraiment. Et l'histoire était prévue en 3 volumes au départ, mais vu visiblement le succès, l'engouement qu'on a eu, on a eu envie de continuer avec ce personnage. C'était pas tellement le principe Pin-Up qui nous a motivés, c'était qu'on n'avait pas envie de quitter ce personnage-là. Et donc Yann a proposé à ce moment-là de passer à la guerre froide. Et donc on est parti alors dans un type de récit assez différent finalement de la première trilogie, qui était plus de l'espionnage dans ce cas-là. Et puis après, on est passé encore à d'autres aventures. Mais voilà, on a continué à vouloir faire évoluer le personnage. Et puis à un moment donné, on est arrivé vraiment à la fin des années 60. Et là, on a senti qu'on était un peu hors cadre par rapport au thème initial de Pin-Up. En 60, il commence à y avoir Playboy. La Pin-Up est plus photographiée que dessinée. Et moi, ça me plaisait moins. J'avais pas envie d'explorer trop cet espace-là. Sí. El tema del paso de los años, en el caso, por ejemplo, de Misterioso, es importante porque hay continuos flashbacks. Dans d'autres, parce qu'il y a des flashbacks constants. Claro, Et los il personajes, faut savoir digamos, quels cuando sont son les jóvenes y cuando personnages son quand ils sont adultos. jeunes, quand ils sont adultes. Il faut Es bien un les esfuerzo reconnaître. C'est un effort de entender pour la comprendre la diferencia différence de las épocas des y époques teniendo la relación con los personajes. et la relation qu'il y avait entre les personnages. Oui, vous le parlez dans... à la base, on avait commencé avec 2 enfants qui avaient des légères différences. Et pour arriver... l'idée, c'était... Enfin, je ne vais pas tout dévoiler des trucs. Vous écoutez... je peux pas... attendez. Il fallait qu'ils se ressemblent pour qu'à un moment donné... non, je ne peux pas vous dévoiler la suite, quoi. Je dis rien. Sí que se puede, ¿no? Sí. Bueno, uno de los personajes tiene un L'un des personnages a un accident, accident. le deja unas cicatrices, por Il y decirlo a des así, cicatrices en quelque sorte que los diferencia claramente. qui fait qu'on peut... Ça, c'était l'idée de base, mais on a changé. C'est en discutant avec... il y avait une autre idée de base avec les cheveux. C'est moi, j'avais mal compris ce qu'avait dit Yann. Et lui, j'avais compris 2 doigts coupés. Il m'a dit, on garde l'idée. C'est plus visuel. Et dans l'idée, c'est plus cruel pour des enfants. Et c'est parti d'une incompréhension de ma part, en fait, cette idée-là, des doigts, quoi. C'est curieux, c'est vraiment bizarre. Bueno, c'est une manière claire de faire la différence en este entre... momento se está publicando el tercero en Maintenant, vous Francia, êtes en o train estás de trabajando publier en le el tercero. troisième, vous êtes en train de travailler sur le troisième, et il est sur le point d'être publié en France. Là, je travaille sur le 4, en fait. Ah, le 4. Le 3 est en train d'être prépublié dans le Spirou Magazine en ce moment. Et en tout, il y aura 3 cycles. Donc voilà. 3 cycles de 3 cada uno. 3 cycles de 3. Non, 3, 2, 3.
Oui, son arrivée, vous travaillez sur la suite. Là, pour l'instant, je fais une petite pause avec Pin-Up. Donc, pour l'instant, je travaille plus avec Yann. Je suis en train de lancer une collection polar. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. Oui. Donc, je commence, oui, effectivement, une collection de polar un petit peu particulière parce que ce seront à chaque fois des one-shots. Mais à chaque fois, je travaille avec un scénariste différent. Donc, c'est une collection qui s'appelle Ligne Noire. Et il y a 2 tomes qui sont parus sur un scénario de Régis Sautière. Et puis là, je suis en train de travailler sur un album, sur un scénario de Zidrou, que vous devez connaître en Espagne. Et Monsieur Schwartz, on vous a invité à participer à la collection du personnage Spirou. J'aimerais vous expliquer comment vous êtes arrivé à participer à cet univers de Spirou, comment vous êtes arrivé à être invité à participer à cette histoire de Spirou. C'est un hasard. En fait, moi, avec Yann, on voulait faire une reprise déjà. Une reprise d'un personnage qui existait, c'était un personnage qui s'appelle Gilles Jourdan. Je ne sais pas si c'est traduit en espagnol. C'est un personnage qu'on aime énormément, surtout ceux qui s'intéressent à la bande dessinée belge. C'est un petit peu celui qui a introduit la bande dessinée adulte, un regard un peu différent. Enfin, et donc, ça aurait été un plaisir incroyable, un honneur aussi de travailler sur cette série. Et on avait cru comprendre que les héritiers, enfin les ayants droit, étaient assez favorables. Donc on a présenté un certain nombre de planches ou de couvertures, si vous voulez, des choses pour montrer notre savoir-faire sur cette série. Un scénario terminé. Et en fait, l'éditeur, Dupuis, était très pour. En fait, il avait déjà prévu de sortir les anciens albums en même temps que les nouveautés. Enfin, ils avaient fait tout un plan marketing autour de ça. Et tout ça pour déboucher sur un flop, c'est-à-dire que l'ayant droit a dit non. Et donc, notre travail n'a servi à rien. Et Dupuis nous ayant fait croire un petit peu trop au succès de l'entreprise, il se sentait un petit peu coupable. Et il a suffi de demander de faire un Spirou pour qu'il nous dise oui, d'accord. Et si vous voulez, on n'a pas fait autant de travail de préparation là pour un Spirou. En fait, ça nous a été donné parce qu'il se sentait pas bien. Vous connaissiez l'édition espagnole? Oui, j'en ai 3 exemplaires. La maison d'édition D-Books a édité Spirou il y a 5 ou 6 ans qu'on n'a publié aucun numéro en espagnol. Et pour nous, c'est comme si c'était une relance, une reprise du personnage. Et la maison d'édition a programmé de récupérer des numéros précédents. Je ne sais pas si vous savez que le premier numéro que la maison d'édition a choisi, et c'est celui-ci. Ah bon? Non, je ne savais pas du tout. Non, ça, je ne savais pas. Il y a un numéro sur la tranche? Non, il n'y a pas. Non, j'ignorais. Je croyais que tous les numéros avaient été publiés. En Belgique, en France, c'est le numéro 5. Mais c'est super. Bueno, está bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, es un ejemplo de la calidad de este número y como los aficionados esperábamos que se pudiera publicar esta obra en concreto en castellano. On attendait la publication de cette œuvre. Nous sommes vraiment enchantés que vous ayez accepté l'invitation de venir. Et c'est une manière aussi de promocionar también un personaje tan emblemático para todos. aussi emblématique pour tout le monde. ¿Hay oportunidades de seguir trabajando en Spirou? Y a-t-il la possibilité de continuer à travailler sur Spirou? Avez-vous la possibilité? Alors, oui, parce qu'en fait, on a eu la chance aussi, enfin, que l'éditeur et le public soient sensibles à
ouvrage-là. Et en fait, on a eu le droit d'en faire 2 de plus. Donc en fait, on a fait un diptyque qui se passe juste après. Donc celui-ci se termine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Et les deux épisodes suivants se passent dans les années qui suivent, c'est-à-dire entre 46 et 48. Le personnage n'est plus kaki, il n'a plus un uniforme kaki. Et non. Et en fait, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce qu'en fait, c'était une horreur en fait, de devoir dessiner Spirou en vert. C'est pas parce qu'on n'est pas au théâtre, c'est vrai, le vert normalement n'est pas interdit en bande dessinée, mais tout de même, quand on a un personnage aussi connu que ça, et que tout d'un coup on doit le dessiner en vert, c'est affreux. Et en même temps, c'était une idée publicitaire assez étonnante finalement. C'est révolutionnaire. Mais non, dans les épisodes suivants, il est de nouveau rouge. Il n'y a pas eu de critique. Il était bien accueilli, le livre, il était bien accueilli. Il a été bien accueilli, mais il a eu du succès, donc il y a eu beaucoup de critiques aussi. Et le sujet étant sensible, Yann étant quelqu'un de redoutable, redouté, qui crée la polémique le plus souvent qu'il peut, eh bien c'est certain qu'on a été un petit peu chatouillé, oui. Vous êtes d'accord sur le fait que c'était quelqu'un qui cherche la polémique, Yann? Oui, enfin, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, certainement. Non. Et c'est vrai que s'il a l'opportunité d'aller un petit peu plus loin que ce que le bon sens ou la bienséance permet, il n'hésite pas, effectivement. C'est un auteur qui ne laisse pas indifférent. Je pense que ça fait partie aussi de sa richesse, c'est qu'effectivement, il arrive à créer le buzz, on va dire. Dans le travail avec la personne qui met les couleurs, je ne sais pas si vous travaillez avec cette personne pour donner un ton particulier à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un ton précis pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est une question. Ah oui, non, mais ça c'est ça coule de source, c'est-à-dire que déjà on part de documents qui sont souvent noir et blanc, même s'il y a déjà des premières photos en Agfacolor, enfin, mais oui, en fait, les couleurs en fait de cette époque étaient beaucoup plus pastel et puis plus éteintes. Elles étaient aussi beaucoup plus harmonieuses. Il n'y avait pas tout d'un coup un fluo ou il y avait une harmonie générale. On est encore à une époque où on a l'impression que les teintes sont naturelles et elles se fondent avec les objets, les matières naturelles. Dans votre cas ? Écoutez, non, j'ai pas vraiment. Je pense il a bien répondu. Hein. Je veux dire, on doit réinterpréter à partir de documents noirs et blancs. Donc, tout est possible, en fait. ¿Tenéis en la documentación alguna referencia concreta que queráis compartir, tipo película, documental, libro, fotografías? Évoquer des films, de la musique, des livres ou autre. C'est pour moi. Non, mais il fallait que ça sente l'ancien, le poussiéreux en ce qui nous concerne, quoi. Donc on a eu une longue discussion avec la coloriste pour trouver une teinte qui fasse effectivement un peu ancienne. Donc en rajoutant des fils de crasse, de la matière et plein de choses, quoi. Il fallait pas que ça brille en fait, à aucun moment. Il y a donc un effort pour chercher ce ton. J'attendais un ton plus sale, plus brun, plus sablé, et je vois des couleurs très vivantes, très vives. Mais écoutez, moi, en fait, ce qui s'est passé aussi sur Pin-Up, c'est que j'ai eu plusieurs coloristes. Donc, c'est pas toujours simple, parce que chacun a sa personnalité aussi.
Donc je donne des indications surtout, essentiellement de lisibilité. Après, c'est quand même, il faut aussi donner la possibilité aux coloristes de s'exprimer. Donc voilà, il y a, je dirais effectivement, éviter des tons trop vifs ou des choses... mais c'est surtout servir la narration essentiellement. Enfin, moi, c'est plus comme ça que je vois la couleur. C'est un support de narratif. Vous avez dit qu'il y avait différents coloristes. Dans le cas de Spirou, il y a une espèce de livre de style ou quelque chose qu'il fallait respecter tout le temps? Non, mais en fait, moi, je travaillais déjà avec ma coloriste avant, et en fait, ces couleurs sont légèrement tristes généralement, et ça convient parfaitement à cette époque. En fait, elle a plus de mal finalement quand il s'agit de travailler sur des lumières très fortes. On a dû faire un album qui se passait dans le désert, et c'était catastrophique. En fait, ça allait pas du tout. C'était trop gai pour elle, trop joyeux, trop solaire, quoi. Mais bon, elle est vraiment très douée quand même. Enfin, elle fait un travail d'auteur incroyable. Et je souhaite dire son nom, c'est Laurence Croix. C'est vraiment une très très bonne coloriste qui travaille avec peu de choses. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne travaille qu'avec des harmonies de couleurs à plat. Point. C'est tout. Jamais d'effet, en fait. Et ça, moi, j'adore ça. Je ne sais si, en préparant cette présentation d'aujourd'hui, j'ai trouvé dans ma bibliothèque personnelle une des premières œuvres publiées en Espagne de M. que curiosamente está publicado en qui est catalán. publié en catalan. ¿Recordaba Vous vous souvenez de cette édition en catalan? Pas en espagnol, mais en catalan. ¿Habían venido en otras ocasiones a Barcelona? Est-ce que vous étiez déjà venu à Barcelone? Oui, mais en touriste, pas du tout pour le boulot. No he invitado nunca a un salón, ninguno de los tres. Aucun des trois, vous n'avez jamais été invité à un salon? Ici en Espagne, pas en Espagne, non. Merci beaucoup. Hein. No, Nosotros estamos encantados y son, bueno, esto es un ejemplo, yo creo que este cómic debe tener 25 años, puede ser. 25 ans, c'est possible? 25 à mon avis, mais bon, vous êtes en train de me vieillir là. Es para dar la sensación de tener una relación casi familiar, digamos, de compartir durante tantos familial, de años partager depuis autant d'années une aventure particulière. Qu'est-ce qui reste de ce personnage? Il y a eu 3 albums. Et puis, après, on s'est un petit peu séparés, je dirais, avec les scénaristes. On se revoit comme ça de temps en temps. Mais c'est vrai que je suis parti sur... En fait, à l'époque du privé d'Hollywood, j'étais jeune auteur et j'avais très très peur de la série, du côté répétitif de la série. Et donc, j'ai surtout fait j'avais tendance à tout le temps choisir de faire des one-shots avec des copains, des gens que je rencontrais. Et finalement, cette collection Berthet que j'ai eu la chance d'avoir à l'époque, elle a été créée, pourquoi? Parce que c'était une manière de réunir tous mes bouquins qui partaient dans tous les sens. Et finalement, le privé d'Hollywood est une des premières séries en ce qui me concerne où il y a eu 3 livres, voilà. C'est dommage de ne pas pouvoir récupérer le personnage. Le personnage, oui, il y aura encore moyen ce serait tout à fait possible de réactualiser le privé d'Hollywood, effectivement. Il faudrait que j'y pense. Bueno, yo quería agradecerles sinceramente vous remercier très sincèrement d'avoir accepté l'invitation de SD de venir à Barcelone pour participer à ces journées de la BD et les séances de signature les prochains jours. J'espère que vous aimerez Barcelone. Vous avez quelque chose de particulier que vous souhaitez visiter? Gaudi, des quartiers particuliers de Barcelone que vous souhaitez visiter? Moi, je voulais voir un match, mais je serais reparti avant, donc... Un match du Barça peut-être? Ah bah oui, c'est... Mais je suis dans l'avion du match de dimanche, donc voilà. Faudrait me réinviter. Et vous?
Nous, là, on a déjà pas mal, on s'est pas mal promené aujourd'hui. On a déjà bien vu. Moi, j'étais déjà venu à Barcelone il y a 25 ans, justement. Donc, voilà, demain, on fait la Sagrada Familia. Et on a c'est une ville magnifique, en tout cas. Mais ce soir? Oui, on a déjà visité depuis hier, une bonne partie de la ville. On n'a pas encore fait le téléphérique. Là, j'aimerais bien essayer ça, s'il est solide. Et je voudrais remercier ma femme qui me sert d'interprète. Elle est peut-être un tout petit peu moins bonne que vous, mais c'est très agréable. J'ai aucun effort à faire. Donc c'est un séjour royal. Merci beaucoup à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à l'interprète. Un aplauso para la traductora, por favor. A todos ustedes, muchas gracias por venir y hasta la próxima. À la prochaine fois. Merci beaucoup.